Au premier regard de la scène, le décor, le petit déjeuner, le rythme de vie tombe facilement dans le champ de la banalité. Ce premier constat vous renvoie sans doute à cette conclusion trop simpliste, l'image de personnes qui se restaurent quelque part dans la nature au Sénégal avant de démarrer tout simplement leur journée. Une première fausse lecture rattrapée par la réalité du terrain. L'intensité de la préparation, les hommes en tenue avec leurs fusils d'assaut et les civils munis d'armes blanches prouvent que nous sommes dans un monde pas forcément à part, mais disons-le, qui a ses propres réalités. Au-delà des hommes, des armes, l'endroit qui leur sert de base arrière, de départ, mérite toute notre attention. Nous sommes au mont Assirique, un site naturel unique, fier de ses 311 mètres. Il s'agit là du plus haut plateau au sein d'un patrimoine mondial de l'UNESCO et pour l'atteindre, il faut affronter un chemin miné d'obstacles. Comme vous le voyez, c'est une des activités d'aménagement du parc qui se fait juste après l'hivernage. C'est-à-dire, on l'appelle communément l'activité d'ouverture des pistes. C'est ouvrir l'ensemble des pistes du parc pour permettre aux autres activités de se dérouler correctement dans le parc. C'est-à-dire désherber complètement tout ce qu'il y a ici. En même temps, on fait ce qu'on appelle la mise à feu précoce. C'est-à-dire pour réduire le combustible critique qui se trouve dans le parc pour éviter d'éventuels feux de brousse. Les herbes qui peuvent atteindre les 4 mètres en cette période post-hivernale réduisent la visibilité des animaux dans le parc de Nyokolokoba. Vous savez, le Nyokolo compte environ 700 km de pistes et toutes ces pistes doivent être aménagées, doivent être ouvertes, stabilisées pour permettre une meilleure circulation dans le parc. Donc, normalement, les activités doivent nous emmener jusqu'au mois de fin décembre pour l'ouverture des pistes. Mais ça continue toute l'année parce qu'il y a des points qu'on doit stabiliser pour prévoir les déplacements des agents en hivernage pour l'année qui suit, l'année suivante. Donc, c'est une activité qui s'installe pendant toute l'année au niveau du parc national de Nyokolokoba. C'est pourquoi ouvrir les pistes de ces allées permet notamment aux brigades mobiles et d'intervention de marcher sur les traces des braconniers.
jël leen aw. On sécurise le périmètre, les gars. Ok, il faut le fuir. Il faut le fuir. Fouille-le bien. Ah, c'est bon. Il faut tirer sur le pas de couteau sur eux. Yàpp baa ngi nii yàpp bi. Yàpp baa ngi nii. Toi, viens là. On fait une reconnaissance. Une reconnaissance. Essaye de pas cacher les armes. Faites une reconnaissance de lui. Il n'y a pas eu les armes. C'est bon, prenez ça. Hey, tout le monde. jël leen coordonnée bi. Vous marquez le coordonnées. acca. Sergent, marque le coordonnées GPS pour le point là. C'est bon, c'est marqué. Ok, top, c'est parti. Venez. Cette opération de simulation, pas loin de la réalité du braconnage, nous amène vers cette ombre. L'ombre d'un ex-braconnier qui a accepté difficilement de témoigner sur cette menace qui pèse encore sur Nyokolokoba. Pour éviter de possibles représailles, aucune information ne sera livrée sur son identité, sa localité ou encore sur sa nationalité. Seul le haut de son épaule vous sert de baromètre pour écouter ses confidences. ala mbewa ala mbaalo ma jogoɗa mbewa woota joni a wawamba ittude ñana mum ñawno ara bangona garde ma yaaha fella heɓa yeeya e guure ɗe so ala gawri woɓɓe waɗa gawri woɓɓe waɗa kaalisi woɓɓe waɗa coñci walla woɓɓe wima joni ha julde hewta mi tottuma complet waɗa toon barakoñe yaga yalta woɓɓen ton ɓuuri hewde ko koɓe ala ɓe ɓuuri wonde barakoñe. Entre ces lignes de confidence, le jeune cite à plusieurs reprises des foyers qui servent de base aux braconniers. Mais il révèle surtout un marché noir au cœur des étrangers qui exploitent la misère des populations. taw wona paɗe arani taw ko arani ko affaire barka on woɓɓe arete ko awgol liƴƴi ari mais tawna awgol liƴƴi taw ko heɓude kulle ladde ɗe. À l'issue de notre entretien, une question occupe nos esprits. Face à sa situation encore précaire, résistera-t-il à la tentation de la brousse? Et pour combien de temps? Cela fait plus de 40 ans que le parc de Nyokolokoba est inscrit dans le prestigieux registre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une étude comparative s'impose pour avoir une idée sur l'immensité de ses largesses écologiques de 913 000 hectares. C'est 16 fois de plus que la capitale sénégalaise, ou encore plus que Dakar et Thiès réunis. Plus qu'une question de taille, la force de Nyokolokoba est sans doute dans sa diversité écologique. Il regorge au moins 1500 espèces de plantes, 80 de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, et j'en passe. Une biodiversité incomparable, également parce que le parc est le plus grand au Sénégal. Mais en même temps,
sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 2007, et ce, à cause notamment du braconnage. Là, nous avons des spécimens d'animaux qui ont été braconnés, soit dans le parc ou hors du parc, ou venant d'autres pays étrangers. Parce que souvent, ceux qui ont été saisis avec les peaux de panthères comme celle-ci, certains l'ont eu dans d'autres pays frontaliers. Donc c'est vrai ou faux, bon, on ne peut pas le vérifier, mais c'est des peaux qui ont été saisies avec l'aide de l'ONG Eagle, avec l'appui aussi de la police de Tambacounda. Donc on les a apportés, ils sont venus pour vendre les peaux, ils ont été arrêtés. Mais là c'est la mâchoire d'un éléphant, la mâchoire inférieure, donc qui a été retrouvée morte dans le parc. Dans le parc, c'est une chaîne alimentaire. Il y a des prédateurs, il y a des herbes, il y a des herbivores, il y a des prédateurs. Donc s'il n'y a pas assez de prédateurs, les carnivores n'auront pas de quoi en manger. Donc là où ça peut dérégler la chaîne alimentaire. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément, c'est que quand vous faites du braconnage, vous tuez les animaux, vous les mangez. Les animaux sont des réservoirs de virus. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu avec la Covid-19. Donc, tuer les animaux, aller les manger dans les villages peut constituer des risques sanitaires pour les populations. Le braconnage, donc, il faut le qualifier. Donc, on a pratiquement ce qu'on appelle le braconnage de subsistance. Ça, c'est un braconnage qui n'affecte pas tout à fait la ressource qui est là. Mais on a une autre forme de braconnage qui est là, qu'on appelle le braconnage commercial, donc qui actuellement se constitue à des échelles différentes. Donc, cette activité est la plus nuisible du parc parce que là, les gens, ils tuent en grande quantité pour commercialiser. Donc ça affecte vraiment le cheptel qu'on a sur place. Un malheur n'arrive jamais seul, a-t-on l'habitude de dire. L'adage s'applique aussi à la faune. Ce babouin de Guinée mortellement fauché n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le comité de l'UNESCO l'a souligné dans ses rapports, la RN7, un bienfait économique et une crainte écologique. On a trouvé un babouin de Guinée qui a été percuté par un véhicule. Et voilà, quand on arrive dans ce cas de figure, on prend les photos pour illustrer. Ensuite, on essaie de voir est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Donc on prend quelques informations sur l'espèce et voilà qu'on note. Ça nous permettait de faire un suivi de ces animaux-là. Cette route qui traverse le parc sur 100 km de Tamba à Kédougou est fortement fréquentée par les gros porteurs. Illustration parfaite de la modification du milieu naturel, de la faune sauvage au profit de l'homme, avec un certain nombre d'interrogations. Les chauffeurs arrivent souvent très fatigués au niveau du parc. Souvent ils ont tendance à somnoler et malheureusement avec les phares, quand un animal est sur la piste, quand vous mettez les phares, il est ébloui, il ne peut pas bouger, il reste sur place. Donc les chauffeurs, au lieu de s'arrêter, couper les phares pour permettre à l'animal de continuer son chemin, ils ne le font pas. Parce qu'ils ont peur, peut-être pensant qu'ils peuvent se faire attaquer par les fauves. Donc souvent ils continuent et malheureusement ils renversent les animaux. Ça c'est un problème. Et c'est des cas qui sont très fréquents et c'est pratiquement sur toutes les espèces. Et souvent on a dénoncé presque chaque mois environ une dizaine de cas de collision entre la faune et les véhicules. Et pourtant, les éléments des parcs nationaux veillent au respect de la limitation de vitesse et à la protection des animaux, des espèces qui doivent faire face à une autre menace encore plus grave. Ce genre de descente, le commandant Jacques Gomis et ses hommes, positionnés dans les postes et brigades d'intervention, en ont l'habitude. Après un long périple dans la nature, tous les signaux
sont loin d'être verts. Nous, on a l'habitude de porter des traînées comme eux pour pouvoir se dissimuler, quoi. Si on porte les ramdiers, il faut facilement nous repérer avec nos chaussures là. Il y a les traces qui sont là, les chaussures plastiques. Il y a des gens qui sont entrés, quoi. Ces traces là, ça n'a pas duré. C'est aujourd'hui, même c'est récent. Ça n'a même pas duré. Peut-être ça a fait quelques heures seulement. C'est ce matin, ce qui est sûr, quoi. Ce sont des traces. C'est des traces des orpailleurs. Des traces de pas d'orpailleurs qui ouvrent la voie de l'Angola. L'appellation choisie par ces derniers n'est pas fortuite puisqu'elle fait allusion à un pays gâté par la nature. Pétrole, gaz, cuivre, fer, or, la liste est non exhaustive. C'est les orpailleurs qui viennent ici pour chercher de l'or, quoi. Sur ce site, ces trous que vous voyez, les tissus, les seaux, l'œuvre de personnes à la recherche du métal précieux. L'orpaillage entraîne la destruction de l'habitat de la faune, ce qui peut avoir des conséquences très négatives au niveau de la chaîne alimentaire. Et ça peut entraîner aussi la disparition de certaines espèces de faune et de flore. La pratique bannie au sein du parc de Nyokolokoba est source de menaces pour l'une de ces merveilles. Une alerte dans un contexte de changement climatique où la problématique de l'eau se pose avec acuité dans les 4 coins du globe. D'une beauté irrésistible, le fleuve Gambie, généreux, illumine le parc sur 200 km au profit de la faune, de la flore et des populations. Sauf que les produits chimiques utilisés dans le cadre de l'orpaillage traditionnel et industriel peuvent ternir sa générosité. L'orpaillage industriel est à la périphérie du parc, ce n'est pas à l'intérieur du parc. Mais le risque il est là parce qu'ils sont au niveau du long du fleuve Gambie. Donc ils peuvent aussi utiliser cette eau-là. Et avec la pluie, donc les produits peuvent être charriés à l'intérieur du plan d'eau. D'ailleurs, c'est pourquoi chaque année, ils nous font un rapport, ils font des prélèvements pour faire des analyses de la qualité de l'eau. Ils font des rapports, ils font l'analyse de la qualité de l'eau pour voir est-ce qu'il y a un taux de contamination très élevé ou pas. Mais dans ce sens-là aussi, nous avons acquis, avec l'appui de la Fondation Chérifien des Phosphates, un laboratoire mobile et un laboratoire fixe qui nous permettra aussi de faire des analyses pour voir est-ce que les données que nous recevons des miniers, est-ce que c'est les mêmes données, après analyse, est-ce que c'est les mêmes données que nous avons pour faire une comparaison. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il ne sert à rien de toujours recevoir les données des autres sans pouvoir les évaluer. Mais comme actuellement, après la formation, nous aurons la capacité d'analyser la qualité de l'eau et voir, faire des comparaisons par rapport aux données que nous allons recevoir des miniers. Alors, comment ne pas prendre très au sérieux l'orpaillage et ses conséquences au regard de la position stratégique du parc national de Nyokolokoba? Un patrimoine entre 3 régions, Tambacounda, Kédougou, Kolda et à proximité de 3 pays, Gambie, Guinée-Conakry et Mali. Vous avez déjà les orpailleurs qui utilisent des substances qui sont néfastes à l'écologie, donc telles que le mercure. Donc imaginez, nous qui partons sur le terrain, déjà je ne parle pas des animaux, je parle même des gens eux-mêmes. C'est déjà nous, quand on est en patrouille, en brousse, si on n'a plus d'eau, on est obligé de taper au niveau du fleuve. Donc imaginez les substances là qu'on verse au niveau du fleuve, nous on les consomme en tant qu'humains, je ne parle même pas des animaux. Plus de 60 ans d'existence, la trajectoire, la mutation, les forces et faiblesses du patrimoine mondial sont liées aux villages environnants. Au moins 22 d'entre eux ont été délogés au nom de la préservation du parc. C'est pour limiter le braconnage. Ces populations abritaient les braconnages qui venaient de partout, comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Mauritanie et le Mali. Mais aujourd'hui, l'heure est à la recherche de solutions écologiques pérennes, dont le cœur reste la force des femmes.
Illustration avec les femmes du village de Djenou Diala, qui n'hésitent pas à donner de la voix pour lancer un appel pressant. Ce qui est évident, les chants et les pas de danse ne suffisent pas. Pour les aider à mettre un frein sur la pression des ressources naturelles, le bureau périphérie et partenariat du parc national de Nyokolokoba a mis sur pied un programme agricole. Les femmes se sont regroupées en GIE. Après, on a cherché des financements, des partenaires pour financer les activités génératrices de revenus. Par exemple, nous avons l'agroécologie, nous avons aussi l'élevage. Parce que banté buñu daggé banté lool même ñun ñi daf ñuy sonal parce que bu garab yu mag amul ci àll bi duñu am taw bu mat té taw bu amul ñun lay gëna sonal parce que ñun ci mbéy mi lañuy dund suñu jur yi tamit fofu lañuy dund. Par ko ne aben nafar ne kende nga nafaje parce que ñe nafale do kono jante yo par ko ni mba nafa nga nafajele say groupement musolu fo kontan dorong mba kontandi wala ke par ko ni mala fi fara iro ni te yese la fi tale kan irol se ye irol tuje. Un programme appuyé notamment par le Fonds pour l'environnement mondial, une initiative qui a le feu vert des femmes de Djenou Diala et qui relève tout de même quelques difficultés. Jigéen sonn na ñun fii amuñu ndox amuñu dara même suñu bëgg a liggéey amuñu ndox premièrement amuñu transformation amuñu dara parce que forêt yi indi jàppale ñu ne ba ñu indi kii bi projet bi ñun tamit jàpp naa ñaar loxo parce que loolu moo nekk suñu avantage ak suñu doom yi ak suñu xale yi yëpp moo nekk suñu avantage. Dans cette quête de solutions, d'adaptation, de résilience, les données scientifiques ont aussi leur mot à dire. La bonne direction, normalement, ça donne un bip. Là où il y a le signal le plus fort. Et après, on suit. Si c'est pas là, des méthodes innovantes sont développées par des partenaires du parc. Du comportement des babouins de Guinée à la survie du roi de la savane. Nous étudions les primates, mais on se focalise sur le babouin de Guinée. Et on fait des études surtout focalisées au comportement social de cette espèce. Et on suit différents groupes qui sont habitués à la présence de chercheurs. Et c'est grâce à ça qu'on peut réaliser nos études de comportement. Pour mieux suivre les lions, donc, nous avons occupé de collier 6 individus. Donc, depuis 2021, nous avons fait 2 campagnes, ce qui nous a permis d'équiper de collier 6 lions. Maintenant, les colliers sont paramètres de telle sorte à émettre des positions GPS, donc tous les 4 heures. Maintenant, toutes les positions d'une journée sont envoyées à 6 heures du matin. Maintenant, c'est ces positions que je reçois sur mon ordinateur. Et là, ça me permet de vérifier les clusters, c'est-à-dire d'étudier, parce que l'étude actuellement se focalise sur l'étude de la densité des lions dans la zone centre principalement, mais aussi du régime alimentaire des lions. Ces expériences menées pour sortir du parc de la liste rouge du patrimoine mondial en péril sont saluées par les acteurs touristiques. En 1997, il y a eu les Sud-Africains qui étaient venus ici pour faire des captures avec des hélicos. Il y a beaucoup d'animaux qui sont partis vers la Guinée, qui sont plus revenus dans le pays Bassari, qui sont plus revenus. Donc cela constitue une menace. D'ailleurs, ces braconnages, actuellement, on sent que ça va mieux de jour en jour parce que les conservateurs n'ont pas baissé bras. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur du parc, les acteurs touristiques et habitants des villages proches du parc s'activent avant l'arrivée massive des touristes. C'est le cas de Kekuta Danju, originaire de Dialakoto et gérant du camp du Lion. Lui
tout comme l'ensemble des acteurs touristiques au sein du parc, portent le combat écologique de sa préservation. Leur montrer l'importance du parc et pour eux, parce que bon, notre vie se trouve dans le parc. Donc les guides ils sont en train de faire ça à chaque fois, sensibiliser les villages environnants surtout, côté braconnage, comme d'autres comme coupure de bois, etc. etc. D'autant plus que les changements climatiques impactent même les populations à la périphérie du parc. Impactent les populations à la périphérie du parc. On a de fortes températures, des feux de brousse, de fortes pluviométries, parfois c'est de la sécheresse. Donc tous ces éléments réunis, donc ça crée un bouleversement écologique et économique au niveau de la périphérie. Donc toutes ces populations qui sont à la périphérie, s'il y a des problèmes de sécheresse, ils ne peuvent pas avoir d'assez bonnes récoltes, mais il est évident qu'elles vont se rabattre du côté du parc pour compenser les pertes qu'ils ont emmagasinées au niveau de la zone périphérique. Durant nos heures de passage au camp du Lion, nous n'avons pas pu apercevoir ou entendre rougir le roi de la savane. La période fait défaut pour l'observer facilement, explique Kekuta Dagnou, avant d'ajouter que le facteur chance est à prendre en compte. Une chance que certaines femmes du village de Djenoudjala ont pu avoir. Des femmes qui vont continuer à donner de la voix jusqu'au coucher du soleil, et ce, sous le regard alerte des éléments des parcs nationaux. Debout, déterminées à sortir Nyokolokoba dans la zone sombre du patrimoine mondial en péril.